le forex, sur les indices, sur les matières premières. Bonsoir Alexandre, je vous laisse vous munir d'un micro. C'est bon, ça fonctionne. Bonsoir à tous. Et si on parlait de la séance du jour, Alexandre, on a eu pas mal de choses, hein, des statistiques américaines, Gwenaël le disait, les chiffres du chômage tombaient il y a quoi, il y a un petit quart d'heure. Oui. Pas terrible du tout. Alors, bon, pour être honnête, les chiffres du chômage français, on va pas se mentir, ça fait pas trop décaler le CAC 40 et encore moins Wall Street. Effectivement, ce n'est pas le gros événement qui est attendu par le marché. Ce qui a surtout impacté le marché ces dernières 48 heures, c'est surtout ce qui s'est passé hier finalement, que les marchés ont continué à traduire aujourd'hui par une hausse. C'est les interventions cumulées de plusieurs membres de la Banque Centrale Européenne. Le clou de la journée d'hier était l'intervention de Mario Draghi à Sciences Po, qui a donné plus d'indications sur un potentiel quantitative easing et d'autres mesures d'assouplissement monétaire par rapport à la situation potentiellement déflationniste en zone euro. Aujourd'hui, la journée était relativement mitigée finalement. Les marchés sont restés sur une tendance toujours positive, mais avec des indicateurs assez neutres, un indicateur de confiance des consommateurs allemands qui est ressorti en ligne avec le consensus. Une bonne surprise pour les ventes au détail en Italie également. C'est un pays qu'on surveille beaucoup parce que c'est un des pays les plus endettés de la zone euro. Troisième puissance économique également. Donc tout ce qui touche la reprise économique en Italie, les marchés surveillent de très près. Et puis cet après-midi, il y a des chiffres mitigés également pour les États-Unis. Les commandes de biens durables. Commandes de biens durables, plus de % en février. Sauf pour la partie cœur, qui était un petit peu moins bonne qu'attendue. Vous allez vraiment dans le détail. Voilà. Alors c'est vrai que la partie cœur, donc tout ce qui est hors transport, on le regarde également, mais je suis tout à fait d'accord sur la partie la plus observée, c'est effectivement une nette hausse, plus de 2,2%. Et les PMI, et les PMI services en plus, voilà. PMI qui sont relativement bons. 55. 55. On rappelle, voilà. Pour ceux qui ne suivent pas, au-delà de 50, c'est la croissance de l'activité. Sous 50, c'est la contraction. Exactement. En France, on a été longtemps en contraction. On Exactement. en sort seulement. Et la dernière bonne surprise pour la France, c'était qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas, d'ailleurs, il y a quelques jours, le PMI manufacturier pour la France, qui est repassé au-dessus de la zone des 50, donc expansion. On sort de la zone de contraction, donc espérons que ça dure dans les mois à venir. Bon, on aura peut-être des contrariants tout à l'heure dans le débat macro à 20h45. Je pense notamment à Jean-Pierre Petit ou Emmanuel Le Chypre qui ne sont pas forcément convaincus que l'Europe et que surtout que la France sorte de l'ornière cette année. Et juste sur les indices, sur la tendance marché, Alexandre, après je vous laisse. Le CAC, depuis 2-3 jours, surperforme. En tout cas, l'Europe surperforme. Quand Wall Street ne fait pas grand-chose, ça peut se poursuivre, ça ou pas? Justement, c'est un signal de méfiance, très clairement. C'est-à-dire que les marchés américains aujourd'hui sont sur leur plus haut, quasiment, ne montent plus. Les marchés européens continuent de grimper un petit peu, mais ne repassent pas sur leur plus haut non plus. Le DAX, le CAC, donc ça on va parler dans la partie technique dans quelques instants. Mais effectivement, le fait que les marchés américains soient sur des niveaux déjà extrêmement élevés, peinent à aller plus haut, est-ce qu'il faut voir les prémices déjà d'un retournement potentiel un jour à venir des marchés américains qui pourra entrer donc les marchés européens dans la foulée? C'est ce qu'on va essayer de répondre dans quelques instants. Bon, faut-il se positionner vendeur? Vous avez 3 quarts d'heure pour y répondre. À tout de suite, Alexandre. Merci Sébastien. Donc bonsoir à tous, bienvenue à cette nuit du trading. Donc on est ensemble pour quasiment 1 heure. Alors il y aura beaucoup d'éléments d'information ce soir. Je vais diviser l'intervention en 2 parties. Une partie macroéconomique pour bien situer dans quel contexte nous nous trouvons actuellement. Et puis une autre partie beaucoup plus technique, les indices, les devises et les matières premières, pour donner les objectifs que le marché va potentiellement atteindre dans les 3 mois à venir. On finit le premier trimestre, on enchaîne le second. Et donc ce qui nous intéresse ce soir, c'est de voir ce que les marchés nous réservent pour les jours et les semaines à venir. Alors, on va commencer tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va déjà commencer par les choses simples. Alors, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas forcément tous les chiffres. Je vais les mentionner, je vais les décrire. Donc, ceux qui sont sur le fond de la salle, je vais décortiquer très précisément tout ce qui est à l'écran. Alors, on va déjà commencer par le contexte macroéconomique. L'Europe aujourd'hui sort progressivement de l'ornière. Ça fait quelques mois déjà que c'est le cas et ça se traduit de la meilleure des façons par les taux d'emprunt des pays de la zone euro, notamment les pays dits périphériques, d'autres pays cœurs également, comme l'Espagne et l'Italie, mais également donc les périphériques. Il faut se rappeler qu'il y a encore quelques mois de cela, même pas 2 ans, l'Espagne, pour te prendre un exemple, empruntait sur les marchés, sur une échéance 10 ans, à plus de 7,5%, quand l'Allemagne, au même moment, empruntait aux alentours de 1,7, 1,8%. Même chose pour l'Italie, qui a vu ses taux flamber au plus fort de la crise de la dette, à plus de 7,5%. Et ce qui traduit la détente qu'on observe sur les marchés depuis mi-2012 maintenant, c'est cette détente des taux qui est extrêmement flagrante. C'est ce qu'on appelle la convergence des taux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les taux se sont écartés au plus fort de la crise de la dette et ils convergent à présent. C'est-à-dire que les taux des pays fragiles redescendent vers ceux des pays les plus forts de la zone euro, dont l'Allemagne et on peut considérer dont la France fait partie également. Et ça, c'est le signe le plus clair d'une détente sur les marchés. On voit d'ailleurs par ce graphique, vous voyez quelque chose de relativement clair. Alors vous voyez 2005, 2006, 2007,
2010, 2011 et surtout 2011, pic de la crise de la dette en zone euro, les taux s'écartent complètement. On voit donc les pays fragiles, Irlande, Italie, Espagne, les taux qui flambent complètement. Et pendant le même laps de temps, eh bien, les valeurs refuges, France, Allemagne notamment, et Grande-Bretagne également, qui voient leurs taux basculer sous la zone des 2%. Et ce qu'on observe maintenant, mais vous voyez, c'est une convergence au niveau de ces taux. Donc, on peut considérer qu'effectivement, les outils mis en place par la Banque Centrale Européenne, qui a surtout eu un discours plutôt dissuasif, eh bien, ce discours est en train de payer. Voilà des graphiques. Hein, j'ai mis plusieurs prises de vue pour bien montrer le pic de risque qu'il y a eu sur les marchés 2011-2012 avec les taux qui flambent et vous voyez aujourd'hui donc les taux extrêmement bas. Aujourd'hui, on peut donc se poser la question, quand on a des taux aussi bas que ça, hein, pour l'Espagne et pour l'Italie, finalement ce sont des taux qui reviennent sur leur niveau de 2008-2009. Donc ce n'est pas des taux qu'on n'a jamais vus, si vous voulez, par le passé. En revanche, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est quelle est la chance pour ces pays-là, pour l'Espagne et pour l'Italie notamment. Il faut rappeler la place de l'Espagne et de l'Italie dans l'Europe. Allemagne, puissance économique numéro 1, la France numéro 2, Italie numéro 3, Espagne numéro 4. Quand on voit ces taux aussi bas, alors que finalement, quand vous regardez sur l'Espagne par exemple, un taux de chômage qui est encore supérieur à 25%, un taux de croissance extrêmement faible, quasiment pas d'inflation, on est effectivement en droit de penser que cette détente des taux extrêmement sensibles et qui s'est encore prononcée en 2014 ne durera potentiellement pas forcément encore à très court terme. C'est-à-dire, je pense que ce que nous devrions observer dans les semaines qui viennent potentiellement, eh bien, c'est une petite remontée des taux d'emprunt de l'Espagne, de l'Italie, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas non plus considérer que la convergence se poursuive ad vitam aeternam et que l'Espagne emprunte au même taux que l'Allemagne ou que la France. Les fondamentaux économiques ne le justifient absolument pas aujourd'hui. Dans les laps de temps, vous avez également une remontée sur les marchés américains, en tout cas remontée des taux US, très important, les taux d'emprunt. Alors, à quoi on attribue cette remontée des taux américains et est-ce que c'est dangereux surtout? On a vu par le passé, notamment en 2013, que lorsque les taux ont commencé à remonter sur les marchés américains, les taux d'emprunt donc, eh bien le marché action, ou les marchés actions à ce moment-là, commençaient à corriger, commençaient à baisser. Et si vous vous souvenez bien, ces épisodes de correction, à chaque fois qu'une hausse derrière, mais des épisodes de correction assez marqués, eh bien ils intervenaient à chaque fois que la Réserve fédérale américaine laissait planer un doute sur la pérennité du quantitative easing, du fameux QE3. Et donc, à chaque fois, le taux se tendait un petit peu et les marchés américains repartaient à la baisse. Là, ce que nous observons donc, en ce moment, c'est que les marchés US, notamment le S&P, l'indice le plus représentatif des marchés américains, est sur des niveaux records. Ce soir, on est quasiment à 15 points, pas plus, de son plus haut historique. Et dans le même laps de temps, on voit que les taux américains, sur les dernières semaines et les derniers mois, ont commencé à repartir légèrement à la hausse. Et je pense que le scénario qu'on va avoir dans les mois, les trimestres qui vont arriver, et même les années qui vont arriver, eh bien, c'est la poursuite de la remontée des taux américains. Alors, en soi, ce n'est pas un danger réel pour l'économie. Des taux d'emprunt augmentent finalement quand l'économie s'améliore, quand l'inflation repart et quand finalement la croissance est bien présente, ce qui est le cas aux États-Unis. Eh bien, c'est logique donc de voir des taux américains. Vous voyez, on a déjà eu 2 tests ici en 2013 et un test en 2014. Donc sur la zone des 3%, pour l'instant on échoue en dessous, mais de très fortes chances que si on commence à le tester une 3e fois, les taux continuent à grimper dans la foulée. Alors, cette phase de remontée de taux pourrait également correspondre à des phases de correction sur les marchés. Quand vous voyez l'indice S&P qui est sur ses records, alors que finalement les statistiques américaines sont quand même très bonnes, on ne peut pas le nier, les statistiques sont bonnes, mais les indices ont déjà pricé une bonne partie de ces éléments-là. Le fait que la Fed laisse un plan d'assouplissement monétaire aussi longtemps qu'elle l'a laissé, c'est que les marchés dans un premier temps ont déjà, dans cette phase de hausse qu'on a observée et qu'on verra après, ont déjà pricé le fait que l'action de la Réserve fédérale américaine allait avoir un impact positif sur l'économie, et donc ça s'est traduit sur les marchés de manière anticipée. Les marchés anticipent toujours la réalité économique. Aujourd'hui que les statistiques sont bonnes, ce que les marchés vont commencer à regarder, c'est quel est le degré de tenue de l'économie américaine. Est-ce qu'elle va conserver ce même rythme-là? Est-ce qu'elle va créer autant d'emplois? Est-ce que le taux de chômage va continuer à baisser? Est-ce que la croissance va rester dans cette zone de 2,5 à 3%? Ça, pour l'instant, c'est l'inconnu des mois à venir. Et comme les marchés sont déjà très hauts, pour les faire monter encore plus, il faudrait de nouvelles bonnes surprises. Pour l'instant, en tout cas, il n'y en a pas. Donc méfiance, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. La France également, on parle de la France avec le taux de chômage qui a été communiqué ce soir. Alors les taux d'emprunt de la France, c'est un élément que je vous invite à surveiller également. Pas forcément comme un élément de risque potentiel, mais comme un élément permettant de mesurer finalement la confiance des marchés envers la France. On parle beaucoup de ça, de la capacité de la France à emprunter sur les marchés, à continuer à emprunter. Et le taux d'emprunt, et le 10 ans notamment, qui est le taux de référence, eh bien, nous donne la vision qu'ont les investisseurs, étrangers notamment, eh bien, du risque pouvant peser sur la France. Ce qu'on constate, c'est que dans la phase la plus aiguë de la crise, vous voyez 2011 et 2012, eh bien, le taux d'emprunt de la France n'a cessé de baisser. Même quand on a perdu le AAA, le marché
à continuer à nous prêter de moins en moins cher. Plutôt bonne nouvelle. Et puis, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en 2013, lorsque le risque a vraiment commencé à se détendre sur les marchés, eh bien, les taux d'emprunt de la France ont commencé à repartir à la hausse parce que le statut de valeur refuge de la France, qui était son statut pendant la crise la plus aiguë, la phase la plus aiguë de la crise de la dette, eh bien, ce statut, alors, je vais revenir en arrière, voilà, ce statut, il est, pour l'instant, en tout cas en 2013 et début 2014, il a commencé à être remis en question parce que l'Espagne voyait ses conditions économiques s'améliorer légèrement, l'Italie également, les pare-feux européens commençaient à produire leur effet, et donc le taux d'emprunt de la France a commencé à repartir à la hausse. Et on voit que la zone que tout le monde surveille en ce moment sur les marchés, c'est 2,65%. Pour l'instant, on en est encore assez loin, on est même retombé un peu plus bas encore, à 2,10, mais en tout cas, c'est une zone extrêmement sensible pour la France, et quand je dis que la France et les taux sont sous surveillance, c'est de manière plus large. Ce qu'on attend maintenant sur la France, et ce qui risque de faire bouger assez sensiblement le marché, c'est le fameux pacte de responsabilité. C'est ce que le gouvernement et le président doivent annoncer d'ici quelques jours, à savoir comment réaliser 50 milliards d'économies d'impôts, comment relancer la croissance, finalement les grandes lignes directrices potentiellement de réformes et de mesures économiques visant à stimuler la croissance et l'emploi. Et c'est là-dessus que la France va être attendue, et donc c'est sur cette question des taux qu'on va surveiller également quel sera le degré de confiance que les marchés vont continuer à accorder à la France. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de panique sur la France. Vous comprenez bien qu'à 2,10, on ne peut pas considérer qu'il y a de tension particulière sur les taux. De manière globale, l'Europe se stabilise. Elle a déjà commencé à le faire à partir de la mi-2012. Si vous vous souvenez bien, enfin, un petit retour en arrière, il y a eu une phase sur les marchés et au niveau de l'économie européenne qui a fait basculer les marchés et l'économie d'un mode négatif à un mode positif. Et cette date, c'est juillet 2012. C'est la fameuse intervention de Mario Draghi, qui venait de prendre pas longtemps les commandes de la Banque Centrale Européenne et qui a voulu marquer de son empreinte les marchés et qui a dit une phrase qui est vraiment restée comme la phrase de l'année 2012, c'est la BCE est prête à faire tout ce qu'il faut pour sauver l'euro et la zone euro, et il a ajouté « et croyez-moi, ce sera suffisant ». Cette petite phrase, le « croyez-moi, ce sera suffisant », ça laissait clairement entendre que l'époque précédente, l'époque Trichet notamment, était bien révolue, et on le voit effectivement dans sa façon d'appréhender la politique monétaire, qui est une dynamique qui est bien différente de la dynamique précédente. En tout cas, cette simple phrase a permis au marché très rapidement de retrouver un billet haussier. D'autres actions ensuite comme les LTRO par exemple, vous vous souvenez, fin 2011, début 2012, la Banque Centrale Européenne qui injecte 500 milliards x 2, donc quasiment 1000 milliards de prêts sur 3 ans pour les banques, eh bien ça a permis notamment aux banques, c'est une opération un petit peu déguisée pour permettre aux banques d'acheter de la dette souveraine et de faire baisser le taux d'emprunt des pays fragiles à ce moment-là. Vous savez que la BCE ne peut pas intervenir directement sur la dette d'État, donc elle l'a fait par le biais de financement bancaire. Et en gros, le deal, c'était je vous prête des fonds sur des échéances courtes, très peu chères. En contrepartie, nous, BCE, on demande que ces fonds soient réemployés sur les achats de dette souveraine pour faire pression à la baisse sur les taux. Et donc, les marchés ont commencé à se stabiliser, à repartir à la hausse à partir de 2012. Et donc, ce qu'on constate, et on a parlé il y a quelques instants avec Sébastien Coinon, c'est que l'activité en Europe notamment, vous voyez le PMI manufacturier, ce que vous avez ici, donc vous voyez bien la différence. La zone des 50, c'est l'expansion, la limite entre l'expansion et la contraction. Et bien, ce qu'on voit depuis, vous voyez, quelques mois maintenant, c'est que l'activité, le PMI manufacturier, qui mesure l'activité industrielle en Europe, eh bien, est repassé au-dessus de la zone d'équilibre, ou en tout cas de la zone limitant l'expansion et la contraction, ce qui montre donc que l'activité repart progressivement en zone euro. Et donc, pour moi, effectivement, le contexte européen s'est très stabilisé. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous me posez la question, est-ce qu'on peut retomber dans un scénario de crise systémique comme celle qu'on a traversée en 2010 et 2011, pour moi, la réponse, c'est clairement non. C'est-à-dire, je n'imagine pas une seconde, avec les pare-feux qui sont mis en place actuellement, notamment tout ce qui est union bancaire, la supervision bancaire, le mécanisme de résolution, tout ce qui se met en place au niveau de la Banque Centrale Européenne et au niveau européen, il y a peu de chances de voir les marchés se retendre sur les niveaux qu'ils ont connus en 2010 et 2011, sans parler de la crise de la dette, enfin la crise des subprimes aux États-Unis, là on parle de la crise de la dette européenne, mais il n'y a aucune chance pour moi de voir le CAC 40 retomber sur les niveaux et sur les abysses qu'il a connus en 2010 et 2011. Donc pour moi on est totalement loin de ces zones-là. En revanche, est-ce qu'on part sur une reprise stable, durable et sans à-coups? J'en suis beaucoup moins sûr. Et ça on va le voir dans la partie technique, parce qu'encore une fois, il y a toujours notamment en Europe, on va le voir dans quelques instants, des vents contraires qui soufflent et qui peuvent être assez sérieux et menacer notamment cette phase de reprise.
Pour l'instant, en tout cas, l'Europe se reprend. Je vous le dis, l'avancée de l'union bancaire. On le voit également par la capacité de l'Europe et de la France également à rester des zones d'investissement. Ça, c'est un élément extrêmement important. Qu'est-ce qui fait la croissance d'un pays? Il y a plusieurs paramètres. Quand on parle de croissance, quand on veut relancer la croissance, c'est pas tout de le décréter. Ça ne se relance pas comme ça. La croissance, on l'a fait par les investissements, on l'a fait par la consommation et on l'a fait par les exportations. Mais il y a bien une partie, une composante qui est la composante investissement. D'ailleurs, c'est pour ça que le président chinois est en France en ce moment. Ce n'est pas pour faire du tourisme. Et on voit bien donc que cette notion d'investissement est extrêmement forte. Et on mesure notamment en Europe, eh bien, et la différence par rapport aux États-Unis, ce qu'on voit, c'est qu'entre 2012 et fin 2013, donc c'est il y a quelques mois, eh bien, alors que les investissements avaient nettement chuté entre 2011 et 2012, au plus fort de la crise de la dette, eh bien, ils repartent à la hausse. Et vous voyez donc les pourcentages d'évolution, c'est-à-dire que l'Europe a attiré beaucoup plus en termes de pourcentage de capitaux que les États-Unis, par exemple. C'est-à-dire que la dynamique a été plus forte en Europe qu'aux États-Unis. Donc ça, c'est un signe plutôt positif pour le moyen terme. Les investissements qui reviennent, surtout avec la crise des pays émergents qui a drainé également des flux de capitaux, c'est une nouvelle qui est plutôt rassurante à moyen terme pour l'économie européenne. Bon, je passe cette slide rapidement. Et donc, je parle des risques. Quels sont les risques finalement maintenant? Est-ce qu'on peut retomber dans un contexte de crise majeure, de crise systémique? Alors, souvent on entend ce terme, crise systémique. Une crise systémique, c'est quoi? C'est un scénario économique qui met en danger tout le système économique. Tout l'ensemble d'un système financier, bancaire, monétaire, ça c'est une crise systémique. C'est-à-dire de voir un niveau de risque tel, comme celui qui existait sur les marchés en 2010 et 2011, voire début 2012, de voir finalement l'Union européenne et l'Europe se disloquer, avec finalement une Europe du Nord, une Europe du Sud. C'était ça le risque systémique, c'est de voir finalement tout ce qui a mis presque une dizaine d'années à se construire, sur la partie monétaire en tout cas, eh bien, revenir à l'état initial finalement et dans un état presque pire que l'état qui existait au moment du lancement. Ça, c'est une crise systémique. Aujourd'hui, donc, je ne pense absolument pas qu'on soit face à une Europe qui connaîtra à nouveau ce type de crise. Pour moi, les pare-feux qu'on met en place, la supervision, ce n'est pas un vain mot, la supervision bancaire européenne. Souvent, on entend ça comme une petite musique de fond, un fil rouge, l'union bancaire. On nous parle d'union bancaire. Effectivement, ça ne fait pas rêver l'union bancaire comme ça, mais si vous décortiquez l'union bancaire, c'est la supervision des banques. Ça veut dire que les banques, à terme, vont être soumises aux mêmes règles quasiment, même ratio prudentiel, à un niveau de surveillance qui sera établi par la Banque centrale européenne. Donc ça veut dire qu'il y aura une sorte de monitoring global de l'ensemble des banques. Donc on verra celles qui sont les plus solides, celles qui sont les plus faibles, et des actions pourront être entreprises. Le deuxième pilier, c'est les mécanismes de résolution de crise. C'est-à-dire que si une banque fait faillite, il ne faut plus que la charge pèse sur les États, comme c'était le cas en 2010 et 2011. On l'a vu avec l'Espagne notamment. Quand ce système bancaire a vacillé, eh bien l'Espagne a dû s'endetter, a dû faire appel à l'Union européenne, au Fonds commun européen, pour parvenir à sauver son secteur bancaire. Le but de l'union bancaire, c'est de couper le lien entre les États et entre les banques. On voit bien comment arrivent les crises. Elles arrivent toujours par le même endroit. Si vous voulez, dès qu'il y a une aversion au risque, tout de suite, c'est sur les marchés que ça se traduit, et tout de suite, c'est sur les banques que ça se traduit. Restriction d'accès au crédit, deleveraging, baisse des expositions au risque, et donc ça met l'économie sous pression, et c'est ça le plus gros danger finalement. Et ça arrive toujours par le système bancaire finalement. Donc l'union bancaire vise à sécuriser, à normaliser finalement le fonctionnement des banques au niveau de la zone euro. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et pour ces raisons-là, je pense qu'il n'y a pas de raison de voir avec la Banque centrale européenne en toile de fond les mêmes risques se représenter qu'il y a quelques années. En revanche, je vous disais les risques qui sont toujours présents aujourd'hui, eh bien, vous les avez ici à l'écran. Je n'ai pas tous les détaillés, mais notamment un des principaux risques, à mes yeux en tout cas, c'est plus tellement un risque financier ou économique. Je pense qu'on est presque plus sur des risques de troubles, de chute de gouvernement, sur des mécontentements, tout simplement, sur les conséquences de plusieurs années de récession pour plusieurs pays. On l'a vu avec la Grèce, on l'a vu avec le Portugal également, avec les pays périphériques de la zone euro. Quand vous avez un pays qui connaît un taux de chômage de 25%, comme c'est le cas de l'Espagne actuellement, combien de temps pensez-vous que ça peut encore durer ? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est aujourd'hui, on l'a vu en Italie notamment, ce qui a provoqué en grande partie les démissions successives et les changements de gouvernement, c'est bien le mécontentement. C'est le mécontentement social finalement qui fait qu'à un moment donné, eh bien, les gouvernements sont déstabilisés. Et on a vu qu'à chaque fois que les gouvernements et que les politiques sont déstabilisés, ça pèse immédiatement sur les marchés. Les marchés détestent l'incertitude et le fait d'avoir un gouvernement comme en Italie, qu'on a pu le voir au Portugal à un moment donné au printemps 2013, dès qu'on touche au pouvoir politique d'un pays sensible de la zone euro, systématiquement, les marchés repartent à la baisse. Donc, attention, le chômage record en zone euro aujourd'hui est un véritable risque donc, pour la stabilité européenne, et pour moi, c'est un des risques principaux. Ensuite, il y a toujours des questions sur la dette, évidemment. L'endettement extrêmement élevé. J'ai mis la France avec l'Italie, même si les taux ne sont pas les mêmes. L'Italie
il faut bien comprendre que son endettement aujourd'hui, c'est 130% de dette par rapport à son PIB. La moyenne de la zone euro aujourd'hui, c'est à peu près 90%. Donc l'Italie est très nettement au-delà de la moyenne européenne sur l'endettement du pays. Donc, à un moment donné, eh bien, pour l'instant, les marchés renouvellent leur confiance à l'Italie, sous condition que les réformes promises par Renzi se mettent en place, que les réformes structurelles se mettent en place. Si déception il y a, là, effectivement, il y aura sanction des marchés, bien évidemment. Autre risque également, c'est les risques pesant justement sur ces fameux pare-feux. On parlait tout à l'heure des pare-feux européens. Les pare-feux sont des boucliers en fait, qui permettent de juguler et de faire face aux crises. Parmi ces boucliers, et un des plus puissants que la Banque Centrale Européenne ait pu mettre en place, qu'elle n'a pas encore utilisé d'ailleurs, c'est ça qui est tout le paradoxe de cet outil-là, c'est le fameux programme OMT. Vous avez sûrement entendu parler récemment, parce que ce programme est soumis à l'accord de la Cour de Karlsruhe, à la Cour allemande de Karlsruhe, qui doit juger de sa validité. Pour l'instant, ce n'est pas encore un programme qui a été activé. Et c'est là que réside tout son pouvoir dissuasif, c'est que Mario Draghi et la Banque Centrale Européenne l'ont mis en avant comme un outil supplémentaire, par rapport à la baisse des taux par exemple, un outil supplémentaire qu'on peut activer s'il y a une nouvelle tension sur les taux de la zone euro. En gros, si demain l'Espagne, l'Italie ou le Portugal voient leurs taux augmenter à nouveau et se tendre, et avoir donc du mal à emprunter sur le marché, la Banque Centrale Européenne, à tout moment, peut décider d'activer l'OMT et de se porter acheteuse de dettes sur le marché secondaire, pas le primaire mais le secondaire, pour faire pression à la baisse sur les taux. C'est ce qu'elle a fait, si vous vous souvenez bien, en 2011 et surtout en 2011, avec le programme SMP, qui était le prédécesseur du programme OMT. Il a été activé et effectivement, ça a fait baisser les taux d'emprunt de la zone, des pays fragiles de la zone euro. Donc ça, c'est un outil extrêmement puissant, mais pour l'instant, il n'est pas encore validé. Il n'a surtout jamais encore été utilisé. Également, autre risque, alors ce n'est pas un risque immédiat, c'est un risque beaucoup plus diffus. Vous savez qu'en ce moment, il y a ce qu'on appelle les AQR en zone euro. Les AQR, c'est quoi? C'est le passage en revue par la Banque Centrale Européenne des actifs bancaires. On fait comme ça une analyse globale des banques de la zone euro et on analyse leur situation bancaire, leur situation financière. C'est une espèce d'audit qui va durer très longtemps. Il a déjà commencé, il va durer jusqu'au 3e et 4e trimestre de cette année. L'objectif de l'AQR, c'est de voir justement quelles sont les banques, c'est l'équivalent d'un stress test en fait. On passe en revue les actifs, on les soumet également à ces banques à des scénarios de stress différents et on regarde lesquels peuvent tenir le choc en cas de nouvelle crise et lesquels ne passeront pas une nouvelle crise. Et le problème de ce type d'opération, c'est une très bonne opération à moyen long terme. C'est pour ça que je suis optimiste sur le moyen long terme. Je suis vraiment très optimiste pour les marchés européens. Le CAC, le DAX, pour moi, ça va encore monter. Mais à court terme, on a encore des risques à passer qu'on n'a pas complètement passés. Le risque, si vous voulez, de ce type d'opération en ce moment, à court terme, c'est que c'est un peu comme un ménage, si vous voulez. Ou une entreprise, quand elle est auditée, elle aura tendance à réduire la voilure, à se comporter de la manière la plus prudente qui soit pour ne pas accroître ses ratios, pour ne pas, ou plutôt dégrader ses ratios. Et notamment dans ces ratios, il y a tout ce qui est la partie crédit, et on sait que lorsque les banques veulent montrer des bilans satisfaisants, elles n'ont pas forcément intérêt à montrer une partie crédit très importante. Et cet élément qui est un élément très positif à la base, qui est les AQR, à court terme, depuis plusieurs mois, font pression sur le crédit. C'est-à-dire que les banques réduisent encore la voilure, elles font ce qu'on appelle du deleveraging, elles réduisent l'exposition au marché, l'exposition au crédit, et ça pèse donc sur la reprise en zone euro. C'est-à-dire qu'elle pourrait être plus rapide cette reprise, mais il y a un système bancaire qui, pour l'instant, par ce principe-là, reste encore un peu prudent sur la partie du crédit. Et c'est là-dessus qu'on attend également donc, la Banque Centrale Européenne. Les risques, évidemment, c'est ce que nous traversons actuellement, notamment les risques concernant l'Ukraine. Donc on voit bien, on se pose la question aujourd'hui, quelles peuvent être les conséquences de la crise ukrainienne. Je ne vais pas en reparler trop longtemps parce que c'est déjà un sujet qui a été très abordé, mais juste une carte qui explique finalement nous ce que nous risquons finalement, Européens, France, Allemagne, etc. On a vu que pour l'instant, les niveaux de sanctions sont restés sur des niveaux relativement faibles, donc il n'y a pas de sanctions supplémentaires par rapport à la situation en Ukraine. Et on comprend bien pourquoi, parce qu'aujourd'hui, l'Europe est extrêmement dépendante du gaz russe et qu'une très grosse partie de ce gaz traverse l'Ukraine, tout simplement. Donc, il y a peu comment dire, le risque, pour moi, il est là. C'est le risque de voir la situation s'enflammer un peu plus entre l'Europe, les États-Unis et la Russie, et de voir finalement les matières premières, notamment l'accès aux matières premières, sur la partie gaz en tout cas, rendu plus difficile ou plus cher par la Russie. Et on voit donc le rôle de l'Ukraine dans le transit du gaz. On voit toujours que malgré cette situation qui s'améliore, et ça c'est pour moi, ça fait partie un petit peu de ces vents contraires, c'est la fracture persistante nord-sud. On a souvent parlé de ça pendant la crise de la dette. Ça, c'est quoi? C'est les notes Standard & Poor's par rapport aux pays du Nord et aux pays du Sud. Donc, pays du Nord, quasiment tous A, AA ou AAA. Et puis les pays du Sud, dans la tranche basse, on voit bien la rupture nette, qui sont dans la catégorie plutôt B à BBB. Et donc, on voit bien cette fracture qui persiste encore. Les dettes publiques, j'en ai assez parlé, mais on voit bien donc l'Italie
126%, quasiment 130% de dette par rapport au PIB, la France plus de 90%, l'Allemagne qui reste quand même un très bon élève, l'Espagne également, ça c'est important et c'est intéressant. L'Espagne, qu'on voit comme un pays assez fragile en ce moment, a finalement un ratio dette par rapport au PIB qui n'est pas si élevé que ça. Ce qui veut dire que l'Espagne peut encore mobiliser de la ressource financière, peut encore se financer sur les marchés pour booster un petit peu son économie si elle en a besoin. Donc ça, c'est le point fort de l'Espagne, c'est que son endettement n'est pas si élevé que ça pour l'instant, par rapport notamment à l'Italie. Le chômage, j'en parlais, donc ça c'est un facteur clairement de trouble en zone euro, un facteur qui inclut évidemment l'action des politiques, qui permet d'ailleurs à Mario Draghi de dire de manière très sereine, le président de la Banque Centrale Européenne, il dit quasiment à chaque réunion, la Banque Centrale Européenne et les systèmes monétaires ne peuvent pas se substituer à l'action des gouvernements et à l'action politique. Ça veut dire que la Banque Centrale Européenne à elle seule ne peut pas permettre le retour serein et durable de la croissance en zone euro. Il faut une action des gouvernements, des réformes, des relances de la croissance, des relances de plans pour l'emploi. Ça commence à arriver progressivement, mais pour l'instant, on voit que ça, c'est la plaie de la zone euro en ce moment, c'est les taux de chômage totalement délirants, quand on compare notamment à plusieurs pays, Allemagne notamment, au Royaume-Uni également, du nord de l'Europe. Donc on parle de la BCE, parce que si on regarde bien ce qui a permis à la zone euro de sortir du marasme depuis 2 ans maintenant, on le doit à 90% à la Banque Centrale Européenne. Finalement, elle n'a pas fait grand-chose, la Banque Centrale Européenne, si vous regardez bien, depuis 2012. Il y a eu cette fameuse phrase de Mario Draghi, qui était une phrase puissante, pleine de sous-entendus, qui a donc permis au marché de comprendre que la BCE pouvait sortir de l'artillerie lourde si elle le souhaitait. Mais finalement, la BCE n'a fait quoi ? N'a fait que des baisses de taux, donc c'est un outil relativement simple, relativement conventionnel. Elle a mis en place les fameux LTRO, 500 milliards en 2011 et 2012, et puis c'est quasiment tout. Tout le reste n'a été que de la communication, de la dissuasion surtout, très habilement manié par le président, donc le président de la BCE, Mario Draghi, et finalement, ça a donné du temps, et on reparle de cette notion de temps, ça a donné du temps au gouvernement pour commencer à mettre en place les réformes. Ce qui manquait à l'époque, au moment de la crise de la dette, c'est du temps. C'est-à-dire que les États devaient continuer à emprunter et à se financer, mais les taux flambaient. Donc il fallait acheter du temps, et le temps, c'est la Banque Centrale Européenne qui a permis aux États de l'acheter. Sauf que, comme toutes les bonnes choses, eh bien, souvent elles ont une fin. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette période de dissuasion commence potentiellement à toucher à sa fin. On le voit bien actuellement, les marchés testent la Banque Centrale Européenne. L'euro qui monte dans la zone de 1,40, ce n'est pas sur les fondamentaux qu'il monte. Il monte parce qu'on a envie de tester la capacité de la Banque Centrale Européenne à mettre en place un quantitative easing à l'européenne, à baisser ses taux, à mettre en place des mesures plus lourdes pour assouplir encore les conditions monétaires en zone euro. Et l'artillerie, j'ai envie de dire, de la BCE est extrêmement puissant aujourd'hui. On a une panoplie d'outils qui est extrêmement large. Ça va donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va du nouveau LTRO, c'est-à-dire mettre en place un nouveau prêt à long terme. On peut mettre des taux négatifs également. Qu'est-ce qui a fait baisser l'euro hier? Si vous regardez dans la journée la décomposition sur l'euro-dollar, le matin on était à 1,3830 sur l'euro-dollar, donc niveau stable, 1,3830. Weidmann, donc de la Bundesbank, mais qui est aussi membre de la BCE, ouvre le feu le premier. Weidmann, donc Weidmann, c'est l'aile dure de la politique monétaire en Europe, c'est l'orthodoxie monétaire. Eh bien, Weidmann dit quoi? Il nous dit, finalement, la notion de quantitative easing ne peut pas être écartée de manière générale. Donc ça veut dire clairement qu'il n'écarte donc pas la possibilité pour la Banque Centrale Européenne d'assouplir un peu plus ses conditions monétaires. Et il est même plus loin. Il a dit, l'outil le plus performant aujourd'hui qu'on aurait pour faire changer la trajectoire de l'euro, ce sont les taux négatifs. Taux négatifs, ça faisait longtemps qu'on les avait enterrés, ça faisait quelques mois qu'on n'en parlait plus, et Weidmann, qui en plus est la personne sûrement la plus écoutée du membre du directoire de la BCE, eh bien, remet le taux négatif sur la table. Tout de suite, l'eurodoll passe de 1,3830, tombe à 1,3750 et se stabilise un petit peu dans la journée. Mais donc, on sent bien que c'est la BCE qui fait bouger les marchés en ce moment. Il y a d'autres composantes également, mais sur la partie des changes, en tout cas, c'est la BCE qui anime très très fortement le marché, avec la Fed, bien évidemment. Les outils, donc, ils sont tous là, les ABS également, donc ça, je ne vais pas trop en reparler parce que c'est un petit peu long à expliquer, mais en gros, les ABS, c'est quoi? C'est un outil extrêmement puissant. Ça permet aux banques de sortir de leur bilan les crédits, de titriser les crédits et les diffuser. Vous allez bien, ça vous rappelle quelque chose peut-être? Crise des subprimes. Elle est arrivée comme ça. La titrisation, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis sur le secteur immobilier, qui a été ventilé au reste de l'économie mondiale. Et lorsqu'on a été incapable de donner une valeur à ces titres, c'est là que les marchés se sont effondrés. La Banque Centrale Européenne parle de relancer, potentiellement de revitaliser, pour reprendre ces termes, le marché des ABS. Et ça, c'est un outil également extrêmement puissant, parce qu'aujourd'hui, on sent bien que les banques hésitent à augmenter leur niveau de crédit, on a expliqué pourquoi, et on sent bien également que la demande de crédit n'est pas phénoménale non plus.
quand un chef d'entreprise manque de visibilité sur les 6, 12 ou 18 prochains mois, il ne va pas accroître ses niveaux de crédit, ni ses niveaux d'investissement. Donc le problème du crédit en zone euro, c'est de l'offre et de la demande. Et les ABS pourraient permettre donc de libérer un peu ce marché du crédit et de réinjecter et de stimuler le marché du crédit en zone euro. Rapidement, et après je passe à la partie technique pour ne pas trop tarder, on a donc également les bilans bancaires. Le bilan, pardon, ça c'est très important. Voilà, je vais remettre la slide précédente. Ça nous montre quoi? C'est une des slides sûrement les plus importantes qu'on a ce soir. C'est l'évolution du bilan des banques centrales, la taille de leur bilan, par rapport à la taille du PIB de la zone concernée. En gros, pour résumer, les États-Unis ont un PIB d'une certaine valeur. La Banque centrale américaine a un bilan qui pèse tant de milliards, plus de 4 000 milliards de dollars. Eh bien, on fait le ratio du bilan bancaire, la taille du bilan, par rapport à la taille de l'économie. C'est mieux que de dire juste la taille du bilan. Taille du bilan, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est taille du bilan par rapport à l'économie concernée. Et ce qu'on constate, eh bien, c'est que la Fed, c'est une surprise. Regardez par rapport à la Banque du Japon, par rapport à la BCE ou par rapport à la Banque d'Angleterre, eh bien, la Fed a un ratio du bilan par rapport au PIB des États-Unis qui reste parmi les pays développés, on va dire les zones développées, les plus faibles. C'est-à-dire que la Fed a encore du jus, passez-moi l'expression, pour encore lancer un nouveau quantitative easing si elle le souhaite, sans mettre l'économie en danger. Donc elle a de quoi mettre en place de nouveaux stimuli si elle le souhaite. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la Banque centrale européenne, qui est de couleur bleue ici, voit donc la taille de son bilan dégrossir assez nettement parce que beaucoup de banques de la zone euro remboursent le LTRO. Ces fameuses opérations d'il y a 2 ans, les 1000 milliards, eh bien, ils sont remboursés progressivement par les banques de la zone euro, ce qui fait donc baisser la taille du bilan de la Banque centrale européenne. Et donc, on comprend bien l'intérêt. Si le bilan commence à baisser, ça veut dire qu'à tout moment, la BCE peut dynamiser à nouveau sa politique monétaire, peut la rendre plus incisive et plus accommodante, et donc réaugmenter un petit peu ce ratio-là sans forcément se mettre en danger parce qu'elle est montée beaucoup plus haut il y a quelques mois de cela. Donc, ça veut dire que la BCE a la capacité de mettre en place de nouvelles actions assouplissantes monétaires au niveau européen. Les risques pour l'économie américaine. Finalement, on voit qu'aujourd'hui, ce qui a dirigé en grande partie également la reprise des marchés, c'est évidemment le quantitative easing de la Fed aux États-Unis, parce que les liquidités générées par la Réserve fédérale américaine, ce fameux QE3, eh bien, ces liquidités sont retrouvées dans le monde entier. Sur les pays émergents, en Europe notamment. Donc la phase de reprise qu'on a eue sur les marchés, on va dire entre 2009, qui était le début des grosses actions de la Fed, et maintenant, cette hausse des marchés spectaculaire, a été évidemment irriguée par les flux de liquidités, de capitaux, et surtout les flux de liquidités de la Réserve fédérale américaine. Aujourd'hui, donc, l'arrêt du QE3, même s'il est déjà bien dans les cartons, reste quand même un risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'économie américaine est quand même très solide, elle est repartie sur un niveau de croissance quasiment de 3%, on est même plus de 4% sur le dernier trimestre de 2013, donc l'économie américaine se porte relativement bien. Et il y a très peu de raisons de l'avoir déraillé, l'économie américaine. Si vous regardez, le taux de croissance est tout à fait bon, donc je l'ai dit, quasiment 3%, taux de chômage qui baisse très nettement, l'approvisionnement de matières premières, les États-Unis vont devenir quasiment autosuffisants sur les ressources énergétiques, gaz, pétrole, donc ça veut dire qu'ils ont des matières premières énergétiques à très bas coût, donc ce qui rend l'économie plus compétitive. Et autre facteur également intéressant, c'est que la forte croissance de la Chine sur ces dernières années eh bien, a fait grimper finalement les prix en Chine, a fait grimper les salaires également, et certaines activités que l'on considérait comme rentables entre la Chine et les États-Unis il y a encore 5 ou 10 ans, eh bien, le sont beaucoup moins aujourd'hui. Et on assiste notamment depuis 2009-2010 à ce qu'on appelle le reshoring, c'est-à-dire la relocalisation de pas mal d'activités, soit industrielles, soit à forte valeur ajoutée, sur le territoire américain, qui crée de l'emploi. Donc les États-Unis, pour l'instant, ont quasiment toutes les composantes, voire toutes, pour garder ce niveau de performance économique. Et là où on a vu qu'il y a eu un impact sur le début de l'arrêt du QE3, c'est surtout sur les émergents finalement, ceux qui ont trinqué le plus quand la Fed a annoncé qu'elle allait ralentir le QE3. Mais les États-Unis, pour l'instant, se satisfont de cette situation-là, et donc il n'y a pas pour moi de gros danger sur l'économie américaine, ce qui est beaucoup moins vrai pour les marchés par contre. Attention, les marchés, encore une fois, anticipent toujours les scénarios. Donc les prix et la forte envolée des marchés qu'on a eu il y a pas mal de mois maintenant, eh bien, étaient en grande partie sur les anticipations de ce qu'allait faire la Fed, mais maintenant c'est déjà pricé tout ça. Quelles sont maintenant les bonnes nouvelles suivantes permettant au marché d'accélérer très fortement à la hausse? Et c'est ça qu'on va surveiller donc. Donc voilà pour cette partie macro. Je vais juste terminer sur une slide avant de passer à la partie technique. Très important cette slide-là. C'est ce qui, moi, me fait penser que les marchés américains ne vont pas être très loin de commencer à décrocher. Quand je dis pas très loin,
c'est toujours délicat de donner soit un nombre de jours ou de semaines, mais c'est ça. Ça, c'est le VIX, c'est pour moi un des meilleurs indicateurs de risque qu'on a sur les marchés. Le VIX, c'est quoi? C'est l'indicateur qui mesure la volatilité sur les options qui s'exerce sur le S&P 500, donc sur l'indice qui regroupe les 500 plus grosses valeurs de la cote américaine. Ce que vous remarquez sur le VIX, c'est que depuis 14 mois maintenant, quasiment, donc depuis début 2013, eh bien, chaque fois que le VIX se tend, c'est-à-dire chaque fois que les marchés corrigent, quand le VIX se tend, c'est que les marchés corrigent. Eh bien, chaque fois que le marché se détend, vous voyez ici, 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 eh bien, les points bas sont de plus en plus hauts. C'est-à-dire que le VIX tombe de moins en moins bas. Et donc, on a une espèce de divergence haussière qui est en train de se créer sur le VIX et qui me laisse penser que le VIX devrait repartir sur des niveaux plus élevés dans les semaines et les mois à venir. Et qui sous-entend que les marchés américains devraient également suivre cette tendance haussière du VIX et corriger à leur tour et tomber sur des niveaux inférieurs. On va passer rapidement donc les risques sur la Chine. Rapidement, un petit mot là-dessus sur la Chine. Je m'arrêterai là-dessus pour la partie macro, on va démarrer la partie technique. Un des plus gros risques pour l'économie mondiale aujourd'hui, en tout cas à court terme, je ne parle pas d'un risque durable encore une fois, il faut bien distinguer le court terme, quelques mois, de 2, 3, 4 ans à venir. Quand vous regardez ce qui se passe en Chine, la Chine a toujours un taux de croissance de 7,5%, donc enviable, très enviable, c'est un taux de croissance encore ultra performant. Mais quand vous regardez les événements qui sont succédés sur la Chine et en Chine ces derniers mois surtout, il y a eu plusieurs alertes assez sérieuses. Ça a commencé la mi-2013, puis fin 2013, si vous vous souvenez, c'était les alertes sur le marché interbancaire chinois. On a des taux qui, quasiment du jour au lendemain, flambaient complètement, signe qu'il y avait une tension très claire entre les banques, manque de confiance entre banques, et donc les taux interbancaires se tendent de manière très très nette. La PBOC, qui est la Banque centrale chinoise, intervient à chaque fois et réinjecte de liquidités. Sauf que la Chine a prévenu, on ne permettra pas l'émergence de nouvelles bulles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Chine fait très attention à ne pas favoriser l'émergence de bulles et donc un peu plus regardante qu'auparavant sur les injections de liquidités. Autre facteur négatif, c'est le secteur immobilier chinois. Ce qui a porté finalement la croissance pendant des années de la Chine, notamment sur le secteur immobilier, eh bien, en ce moment est en train de se tasser, voire de fléchir. On a dans les 10 plus gros promoteurs immobiliers en Chine, un qui est quasiment en dépôt de bilan, qui est quasiment en faillite, et un notamment qui est également extrêmement vulnérable sur sa partie obligataire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme dans le secteur photovoltaïque, il y a quelques jours seulement, on pourrait assister à des nouvelles faillites d'entreprises chinoises que le gouvernement en place pourrait laisser faire, les organiser, faire en sorte qu'il n'y ait pas de conséquences systémiques, on reparle de ce terme-là, mais on sent quand même que sur la Chine, eh bien, ça se tend depuis quelques mois. Ça ne se tend pas dans le sens où il y a un danger à long terme, mais ça se tend sur le court terme. On peut très bien avoir une crise en Chine pendant quelques semaines ou quelques mois qui ramènerait les marchés 15 ou 20% plus bas, sans pour autant que ça remette en cause les tendances haussières sur les marchés européens. Donc, il y a quelques jours, d'ailleurs, c'était sur BFM, j'ai échangé avec un gérant en plateau qui disait « Oui, mais la Chine a les moyens de répondre à ce type de crise. Si effectivement une crise se présente, elle peut répondre. » Mais j'ai de vous répondre, les États-Unis à l'époque, en 2007-2008, avaient les moyens de répondre également. Ils y ont répondu à la crise des subprimes. Mais avec quels dégâts, si vous voulez? Il y a eu réponse, mais il y a eu également très forte chute des marchés entre-temps. Et donc, la Chine a les moyens de répondre, mais quelle sera sa capacité de réaction en cas de crise? Et est-ce qu'elle aura donc la possibilité d'éviter un mouvement d'aversion au risque important sur les marchés? On démarre cette partie technique, donc je vais accélérer un petit peu, j'ai pris de retard sur la partie macro. On va surtout faire le focus sur les indices, les devises et l'or aujourd'hui. CAC, DAX, S&P, Eurodoll, et on fera un petit point sur l'or. Alors on voit que le CAC, ça c'est une capture d'écran qui a été faite il y a quelques jours, donc on est un petit peu plus haut aujourd'hui, on est quasiment à 4400 points ce soir. On voit que le CAC, on distingue bien les phases sur le CAC 40. Le pic, bulle Internet, le pic juste avant la bulle des subprimes, l'effondrement qui a suivi, la reprise 2010-2011, crise de la dette, on tombe à nouveau, LTRO1, LTRO2, la BCE qui intervient, Draghi qui parle de LT 2012 et le marché qui remonte. Cette hausse, vous voyez qu'elle est presque ininterrompue. À part ce petit épisode ici, on a une hausse qui est quand même très linéaire et assez puissante, qu'on remarque également sur le marché allemand et sur la plupart des marchés européens. Et donc, ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, par rapport à ce qu'on voit en zone euro, donc il n'y a pas de risque long terme, mais à court terme, on observe quand même que la dynamique de reprise qu'on avait sur les mois précédents se tasse malgré tout un petit peu. Les PMI manufacturiers commencent à stabiliser. Les indices en Allemagne, par exemple, l'IFO, le ZIU, les indices principaux, commencent à se tasser un petit peu. Ils ne se dégradent pas très fortement, mais ils se tassent. Est-ce que donc ce tassement va se ressentir sur les marchés? Pour moi, je ne pense pas, en tout cas très clairement, que l'on va continuer en ligne droite sur le CAC 40. Je vous ai mis ces niveaux-là, des niveaux importants. En gros, on prend toute la hausse depuis mi-2012 jusqu'à maintenant. Donc c'est cette hausse qui est intervenue sur les derniers mois. Et on voit quoi? On voit que le marché s'est arrêté un petit peu sous les 4500 points. Et je vous ai mis en place ces niveaux qui sont à l'écran, ces niveaux de retracement. Ce sont des retracements techniques, ce sont des pourcentages de correction.
C'est-à-dire quand un marché monte d'un point A à un point B, sur une tendance assez fluide et assez longue, eh bien on peut travailler avec ce type de retracement. C'est-à-dire que ce sont des pourcentages de correction. Alors j'espère que tout le monde les voit, mais sinon je vais les décrire pour le fond de la salle. En gros, le premier niveau de correction qu'on a sur le CAC, sur les niveaux actuels, c'est la zone des 4070 points. Ça veut dire que si le marché a effectivement tapé un plus haut à 4430 points, normalement dans le mouvement de correction qui pourrait suivre, on pourrait retomber dans un premier temps jusqu'à 4070 points, avant potentiellement de repartir à la hausse, voire même tomber plus bas. On peut très bien retomber sur des niveaux inférieurs. Mais aujourd'hui, moi, si vous me demandez est-ce qu'il faut acheter du CAC sur le niveau actuel, se mettre flat ou être plutôt short, en tout cas, pour moi, le signal d'achat, il est un peu tard, si vous voulez. Les signaux d'achat, on les a déjà décelés tout au long de l'année, si vous voulez, même en 2013. Ils se sont manifestés à intervalles réguliers. Aujourd'hui, le fait d'avoir des indices américains, vous allez voir sur la slide, les slides qui vont suivre, le fait d'avoir des indices américains qui soient sur des niveaux aussi élevés, ça veut dire que si on commence à décrocher sur le Nasdaq, si on commence à décrocher sur le S&P, donc sur les marchés américains dans leur ensemble, est-ce qu'on peut considérer que l'Europe restera immunisée contre cette baisse-là? Pour moi, c'est évidemment totalement hors de question, c'est impossible. En revanche, les baisses peuvent être un petit peu différentes, mais si les marchés US corrigent de 15 ou 20%, évidemment que les marchés européens vont suivre temporairement cette tendance-là. Et ce qui me fait hésiter sur les recommandations d'achat en ce moment, c'est que les marchés américains sont sur des niveaux extrêmement élevés, le Nasdaq, vous allez voir les graphiques qui vont suivre, et donc j'ai du mal effectivement à considérer que le marché et que les marchés européens peuvent encore performer. Alors quand je dis performer, on peut encore prendre 2, 3, 4%, vous voyez, se rapprocher des 4500, 4550, mais il n'y a pas de raison, je pense, de voir les marchés, vous voyez, monter sur le retracement suivant, dans la zone 4750, sans d'abord avoir connu une nouvelle phase de baisse, 4200 points, 4100 points. Vous voyez, une correction un peu plus massive, et seulement après, je pense qu'effectivement, on aura de quoi aller chercher des niveaux supérieurs. Et quand je vous disais tout à l'heure que j'étais très optimiste à moyen terme, je le suis effectivement. Si je vais vous donner mon sentiment sur l'Eurostock 50, sur les marchés européens dans les 2-3 années à venir, clairement c'est de l'achat. Pour moi, il n'y a presque pas hésité, j'ai envie de dire, mais le niveau de correction sur les marchés, notamment le CAC, vous voyez, par rapport aux crises précédentes, était tel qu'on n'est qu'au début finalement d'une espèce de phase de rattrapage. Donc il y a peu de raisons de voir une nouvelle crise aussi profonde que les précédentes, ramener les indices sur les niveaux de crise, vous voyez, 2008, 3000, etc. Ça paraît quasi impossible. Pour moi, au pire, on redescend dans des zones légèrement sous les 4000 points, on temporise un peu, on rebondit successivement et on se redirige ensuite, à moyen terme, vers cette zone de résistance qui passe par les plus hauts de 2000, juste avant la bulle Internet, et 2007, bulle des subprimes. Je pense que l'objectif moyen terme du CAC, il est dans cette zone de prix, vous voyez, largement dans la zone 4500, 5000 points. En revanche, c'est beaucoup moins mon avis à court terme. Je distingue bien le court terme du moyen terme. Les fondamentaux moyen terme laissent penser qu'on peut effectivement remonter beaucoup plus haut sur les marchés européens, DAX y compris. Donc pour l'instant, la seule inquiétude pour moi, c'est celle qui réside dans le fait qu'on puisse encore un petit peu monter, mais j'imagine absolument pas que le marché va taper d'abord la résistance ici avant de repartir à la baisse. Je pense qu'au mieux, on s'apprécie encore un petit peu, 3-4%, et derrière, on rechute à nouveau à 4200 et en dessous. Pour le DAX, on va parler des marchés européens. Le DAX, c'est également un indice, vous voyez la hausse phénoménale qu'on a eue, alors pas ici, voilà, cette hausse phénoménale que nous avons eue fin de la crise des subprimes aux États-Unis, et puis ici, fin, on peut dire, de la crise de la dette en zone euro, ou en tout cas de la partie aiguë, on voit les rallyes du marché. C'est colossal. On s'extrait de la zone 4900 points, on monte, on fait x2, on monte quasiment dans la zone des 10 000 points. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, et là on va faire plus de court terme, il ne vous a pas échappé qu'un gap s'est formé, donc s'est formé sur le marché allemand, ici, fin février, début mars. Vous savez qu'on a ouvert sur la crise, notamment la crise en Ukraine, c'était un différentiel de cours entre le vendredi qui est ici et le lundi qui est ici. Ça, c'est un gap de marché. Ça veut dire qu'on clôture le vendredi à un niveau élevé, on ouvre le lundi à un niveau beaucoup plus bas. Ce gap, il est très important. Vous voyez, il est de plusieurs dizaines, presque vous voyez, 150 points quasiment. On l'a un petit peu comblé ici, c'est-à-dire que le marché est un petit peu remonté, donc il a un petit peu comblé le gap, mais il n'a pas comblé complètement. C'est extrêmement rare d'avoir un marché qui ne comble pas un gap aussi important en tout cas. Donc, ça veut dire que pour moi, il ne fait quasiment aucun mystère que le marché va effectivement au moins remonter à 9700 points sur le DAX. Mais la seule question que je vais me poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va d'abord chuter à 9000 et en dessous, une grosse correction, et seulement dans quelques semaines à quelques mois, remonter ici? Si je vous remets la slide rapidement, vous voyez le niveau qu'on atteint aujourd'hui, c'est un vrai pic, c'est un vrai sommet, c'est un mouvement très très vertical. On a de la place pour aller chercher d'abord une correction à 8600 points, voire 8500 points. Ça n'empêchera pas que le gap qui est derrière, on pourra le combler quelques semaines ou quelques mois plus tard. Les comblements de gap ne sont pas forcément à effet immédiat. Le marché peut laisser un gap ouvert pendant des semaines et des mois sans pour autant aller chercher tout de suite. Donc la question et le raisonnement qu'on tient aujourd'hui, c'est pas est-ce que le DAX va toucher 10 000 points un jour? Il va les toucher. La question c'est quand? Et c'est ça aujourd'hui, c'est à ça qu'on est confronté comme vraie question.
Voilà, moi mon scénario pour le DAX c'est le suivant. Actuellement, oui, ce soir, on est monté, cet après-midi, on est monté quasiment à 9500 points. Vous voyez, on a cassé, ça c'était pris hier après-midi, vous voyez, donc ça va très vite. Hein. Capture d'écran d'hier après-midi. Aujourd'hui, on est ici, vous voyez, on est quasiment à 9005. En gros, la stratégie là-dessus, sur le DAX, elle est assez simple. Si le marché n'arrive pas à aller chercher ce gap, c'est-à-dire si on commence à s'essouffler à 9500 points, qu'on commence à retomber dans la zone 9350, 9300 points, je pense qu'on est parti pour une correction extrêmement sévère. C'est-à-dire je pense qu'on va retomber très très rapidement, 9180, 9000, 8900 et potentiellement on pourrait même tomber jusqu'à ces niveaux-là. Je pense qu'en fait le gap qui est formé ici, c'est presque un piège à court terme. C'est-à-dire qu'on est en droit de penser que le marché peut essayer d'aller chercher demain ou après-demain, donc monte à 9007, mais je vous invite à être méfiant. C'est-à-dire si vous voyez que le DAX n'accélère pas assez rapidement dans les jours qui viennent et commence à tergiverser et retombe dans cette zone des 9300 points, je pense qu'il va effectivement être parti pour une correction beaucoup plus forte et que le CAC également devrait suivre le mouvement. Donc, il y a toujours ce gros risque de grosses corrections à court terme, mais à moyen terme, le DAX va dépasser les 10 000 points. Donc, il y a plusieurs stratégies. Hein. Si vous avez des produits type PCVM, tracker, etc., faiblement leveragés, vous pouvez les laisser porter à moyen long terme. Pour moi, il n'y a pas trop de risque. Si en revanche, vous traitez avec du levier court terme, là, effectivement, il faut travailler les niveaux, il faut travailler les supports, les résistances et jouer les accélérations à très très court terme. Mais en tout cas, avec le DAX, on est vraiment à la croisée des chemins. Soit ça ne tient pas et ça retombe très nettement, soit on remonte sur le gap. Et là, par contre, sur le gap, si on arrive à remonter aussi haut, on peut aller chercher très rapidement les 10 000 points. On va passer... Alors, Voilà, on va revenir sur les slides rapidement. Voilà, les marchés américains. C'est pour ça que je vous disais que j'ai beaucoup de recul, et j'y vais reculant en vous disant qu'il faut acheter les indices en ce moment, même les indices européens. Quand vous regardez cette évolution sur les marchés américains, voilà, le graphique parle de lui-même, presque sans parole, presque sans chiffres dessus. Ici, on est sur ce point bas ici, juste au plus bas de la crise des subprimes. On est à 670 points quasiment. 4 ans après, on est à 1900 points. Vous voyez l'évolution, elle est phénoménale, hein, c'est colossal, les moyennes mobiles qui s'écartent complètement, tous les indicateurs donnent une espèce d'impression de surachat. Et donc le risque qu'on a sur ce niveau-là, si on dit il faut encore acheter ce niveau-là, le risque il est que vous vous retrouvez dans un scénario de retournement brutal, 5, 10, 15, 20% quelques jours. Évidemment, les marchés européens suivront. Donc si on doit faire une recommandation aujourd'hui, pour moi, c'est en tout cas pas d'achat sur les indices US, même si on monte encore un peu, 1900, 1950, par rapport au fameux ratio rendement-risque. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher de plus par rapport à ce qu'on peut risquer à la baisse? Et c'est ça qu'on va voir sur la slide suivante. En gros, il y a un niveau pour moi capital qu'il faut surveiller, c'est la zone 1850 points. Si vous traitez le S&P, vous voyez qu'actuellement on est dans ce schéma-là. Le top historique, il est ici, 1888, c'est le plus haut jamais atteint. Le marché retrace, tombe à 1830. Vous voyez l'impact des retracements dont je vous parlais tout à l'heure, ils sont ici. Le marché remonte, un premier G, un deuxième G, un troisième G. Pour l'instant, on n'est pas ici. Vous voyez, même aujourd'hui, on est resté sur le niveau. C'est-à-dire que les marchés européens sont partis à la hausse, pas les marchés américains. Ils sont restés relativement stables sur ces niveaux-là. Je peux quasiment affirmer avec une certitude proche des 99% que si on retombe à 1850 points dans les heures ou les jours qui viennent, derrière, vous allez avoir un mouvement de dégagement des marchés qui va être extrêmement fort. On va tomber à 1830, 1813 et sous les 1800 très rapidement. Donc 1850, c'est le déclencheur des vagues de baisse à court terme. Donc niveau à surveiller. Moi, donc, pour moi, pas de préconisation à l'achat. En revanche, surveiller de très très près la zone 1850. Nasdaq également, vous voyez, je parlais des marchés américains avec cette envolée phénoménale. Le Nasdaq, il faut le voir, il faut le chiffrer, il faut le montrer pour bien l'appréhender. On part de 1000 points après la crise des subprimes, on est monté quasiment à 3800 points. 270% de performance sur le Nasdaq. Le pic que vous avez ici, c'est le pic qui a été atteint lors de la bulle Internet. Vous voyez, on est monté, 99, 2000, etc. La bulle Internet qui éclate, on retombe très bas, etc. Et on remonte ici aujourd'hui. Il est impossible, je dis impossible, que le marché continue en ligne droite vers ces niveaux-là. Automatiquement, alors ça peut se faire après encore un petit rallye aussi, mais automatiquement, il y aura une phase plus longue, plus durable, où le marché va rendre ses gains en partie. On ne parle pas d'éclatement de bulles. Pour moi, il n'y a pas de bulle là-dessus. C'est un marché qui s'est complètement assaini, le marché des biotech, le marché des nouvelles technologies. C'est un marché totalement plus mature que l'état dans lequel il était en 2000. Donc c'est un marché qui, pour moi, va encore monter dans les années à venir. Il n'y a aucun doute là-dessus. En revanche, le doute, il est à court terme. Est-ce qu'on peut encore s'extirper des moyennes mobiles aussi fortement? Est-ce qu'on peut encore verticaliser le mouvement très longtemps? Pour moi, la réponse est non. Donc, pour moi, c'est une question de jours, semaines, avant qu'on connaisse un épisode de correction plus fort. Et à ce moment-là, effectivement, il faudra être dedans. Donc, shorter la valeur, shorter le Nasdaq. Mais pour moi, le risque d'acheter là-dessus est beaucoup trop important pour pouvoir le recommander. Donc, même si on monte encore un petit peu, je préfère surveiller les niveaux de cassure potentielle du Nasdaq, ces niveaux de baisse. Donc, ce sont ces niveaux qu'il faut surveiller en ce moment, 3600 points notamment. Vous voyez, là, actuellement, on est à 3630, 3640, on est à peu près par ici.
Si on retombe à 3600, je pense que pour ceux qui jouent en short, qui vendent les marchés, vous pouvez y aller à 3600, tenter effectivement l'accès baissier sur ce niveau-là. Je vais accélérer un petit peu sur le Nikkei. Donc là-dessus, très rapidement, je passe aux devises après. Le Nikkei, donc c'est l'indice du Japon, le Nikkei 225. On voit donc l'indice sur une durée longue, de 1986 à maintenant. Et ce qu'on voit, eh bien, c'est que l'effet Shinzo Abe, l'effet Abenomics, est bien concret, au moins sur les marchés. Sur l'économie, il l'est également. On entend de temps en temps, oui, mais les Abenomics coûtent beaucoup en termes de déficit commercial, mais qu'ont apporté les Abenomics, les fameuses mesures de Shinzo Abe? Elles ont apporté progressivement un retour de la hausse des prix, donc de l'inflation, retour des ventes au détail, donc les ventes au détail s'améliorent un petit peu, retour des investissements également. Progressivement, on commence à voir que les salaires augmentent également. La seule épine dans le pied de Shinzo Abe en ce moment, c'est qu'effectivement, son gros risque, c'est qu'il va augmenter bientôt la TVA. Et s'il augmente la TVA, ça peut pénaliser la croissance via la consommation. Donc ça, c'est un point délicat à passer. Mais pour l'instant, les Abenomics, comme on les appelle, ces fameuses mesures de Shinzo Abe, eh bien, au moins sur les marchés, vous voyez, c'était phénoménal. Et je pense que cette tendance ne va pas s'arrêter. Donc si vous cherchez un point d'entrée acheteur à moyen terme, pour l'instant, à court terme, c'est un peu trop. Vous voyez, on est trop sur des zones sensibles pour dire effectivement qu'on va dégazer derrière à 13 000 ou monter encore. En revanche, ce qui peut être quasiment sûr, c'est qu'après cette phase de correction, si le marché remonte à 16 000 points, je pense que c'est une très bonne zone pour revenir acheteur moyen-long terme et chercher donc à rallier les plus hauts de 2007-2008, juste avant les subprimes, où on est monté à plus de 18 000 points. Je pense que ça va se traduire non seulement sur les marchés actions, mais également sur ce qu'on appelle les cross-yen, pour ceux qui font des devises, du forex. Les paires dollar-yen, euro-yen, pour ceux qui les traitent, vous avez constaté que le yen s'est très très fortement affaibli. Les mesures de relance monétaire affaiblissent la devise. L'euro-yen a beaucoup grimpé, le dollar-yen aussi, et on connaît actuellement, je vais le montrer tout à l'heure, une phase de léger repli. Je pense que c'est que temporaire. C'est-à-dire que sur les marchés d'échange, je vais en parler dans quelques instants, les cross-yen vont encore s'apprécier de manière assez sensible. Rapidement, l'euro-doll. Beaucoup de gens traitent l'euro-doll, c'est une des paires les plus traitées sur le marché d'échange. Plus de 2/3 des échanges d'ailleurs, c'est sur l'euro-doll, sur le marché du forex. Donc c'est un marché extrêmement important. L'euro-doll, on est pour moi à la croisée des chemins. Extrêmement important parce que on voit quoi? On voit que la hausse qu'on a connue ici, elle a été dirigée par, en partie, vous voyez, 2013, enfin ici, fin 2012, début 2013, une partie de la hausse s'est faite sur la reprise économique en zone euro. C'est-à-dire que l'euro a été acheté comme une devise finalement intéressante parce qu'elle accompagnait la reprise économique d'une zone. Elle a également été achetée, cette devise européenne, parce que la Fed, entre 2012 et début 2014, a laissé en place son fameux quantitative easing, son QE3. Donc ça a pesé sur le dollar, ce qui a fait monter l'euro. Aujourd'hui, la situation s'inverse complètement. C'est-à-dire que la Fed a laissé entendre de manière très claire, quasiment sans ambiguïté, qu'au troisième trimestre de cette année, les fameux 85 milliards du départ, du quantitative easing, qu'elle rachète, dont elle se sert pour racheter tous les mois des actifs, elle les baisse progressivement de 10 milliards tous les mois. Donc on est déjà retombé à 55 milliards. À ce rythme-là, troisième trimestre, il n'y a plus de plan de relance monétaire de la Fed, et même on commencera à reparler de hausse de taux, fin 2014, début 2015. Donc ça veut dire qu'aux États-Unis, on commence déjà à parler de hausse de taux et d'arrêt des mesures de soutien monétaire, alors qu'en Europe, le débat s'intensifie. Donc pour quelles raisons on aurait un euro qui grimperait encore beaucoup plus haut? Je n'exclus pas qu'on monte encore à 1,40, 1,41, mais ce sera des zones de test de la BCE. Et la force des déclarations de Draghi, de Weidmann, de Visco, de tous les responsables de la BCE laisse clairement entendre que 1,40, ça devient une zone dangereuse en tout cas sur le marché d'échange et dangereuse pour la zone euro parce qu'un euro fort, ça pèse sur les prix et le vrai combat de la BCE aujourd'hui, c'est d'arriver à ramener l'inflation à 2%. Donc, par rapport à ça, eh bien, je pense que la trajectoire de l'eurodoll, rapidement, on va s'arrondir dans la zone de prix ici, légèrement sous l'1,40, s'arrondir, et à moyen terme, on devrait commencer à retomber 1,35, 1,30 derrière. Donc pour moi, il n'est pas le temps d'acheter de l'euro par rapport au dollar. Je termine 30 secondes sur l'or et après je passerai la parole. Alors on a pas mal le temps de ne pas tout passer. Je vous invite donc à suivre, si vous voulez voir la suite de tout ça, j'en parle tous les jours, de 11h à midi. On fait, je t'en parle maintenant d'ailleurs, l'or j'aurai pas le temps, donc on le fera tant pis, sur les market live. J'ai pas mal de choses sur l'or également. Alors je vous invite à suivre, pour ceux qui veulent continuer à suivre tout ça. Le premier canal de diffusion d'infos sur lequel vous avez toutes les idées de trade que je diffuse toute la journée. J'en fais pas mal dans la journée, sur l'eurodoll, sur les métaux, sur les indices, etc. Abonnez-vous, dès que vous pouvez, ici à Twitter. Twitter, c'est le flux que j'utilise le plus pour communiquer. Les idées de trade, vous avez ici les objectifs, les niveaux, tout est bien diffusé sur un message court, vous avez l'image qui va en bas, donc vous avez la recommandation immédiate. Et au-dessus, vous avez tous les éléments importants.
un indicateur qui tombe, une déclaration importante, une rumeur, tout est diffusé sur ce compte-là et sur le compte IG également. Il y a 2 comptes qu'il faut suivre impérativement, ce sont ces 2 comptes-là. Vous avez tout le condensé d'actualité économique et d'idées de trade là-dessus. Et la deuxième petite chose, et je m'arrête là-dessus, c'est tous les jours, voilà, le market vous live. Avez tweeté, attendez, revenez, vous avez tweeté 6000 fois, Alexandre, c'est ça déjà? Voilà, effectivement, le compte Twitter, vous avez ici les paramètres. C'est le vôtre, là. Oui, c'est pas celui d'IG. Voilà. Et vous travaillez quand même? Oui, alors, bien sûr, mais ça c'est mon travail. C'est-à-dire qu'en fait, je donne toute la journée un sentiment de marché. Plus ou moins sérieux, intense, le CREL, le Forex. Voilà. Et on voit absolument tout. Donc toute la journée, il peut y avoir 20, 30, 40 messages. L'objectif, c'est de vous donner toutes les clés et de décrypter surtout ce que vous ne pouvez pas forcément voir s'il n'y a pas les flux d'infos, s'il n'y a pas tous les éléments de rumeur. C'est l'avantage de Twitter, hein, c'est que c'est instantané, c'est gratuit. Il n'y a pas besoin de se payer un terminal Reuters ou Bloomberg comme le font les grands banquiers. C'est exactement ça. Eux, ils payent 5-10 000 euros par mois. Nous disons, on a Bloomberg. Effectivement, c'est notre en grande partie avec Reuters également. On a des flux d'informations qui nous parviennent. Et nous, derrière, on décortique tout ça. C'est-à-dire que les flux d'infos, c'est tellement dense qu'on fait le tri. Et on dit, voilà, ça c'est une nouvelle importante, ça c'est une nouvelle importante. Et tout ce qui est important, on le met là-dessus. C'est-à-dire que vous avez tous les éléments et ça tombe à la seconde même. Dès qu'on le tweet, ça part, le message est instantané et vous l'avez dans la seconde qui suit. Donc, c'est effectivement le flux à utiliser en priorité. Et puis je m'arrêterai là-dessus. Tous les jours, je vous donne rendez-vous également pour ceux qui le peuvent, de 11h à midi. Donc c'est un direct. Ce que j'ai fait là ce soir, de manière condensée, je le fais tous les jours, de 11h à midi. Plus court terme évidemment, c'est-à-dire qu'on va analyser le CAC, l'eurodoll, l'or, le pétrole. On va faire une quinzaine d'actifs tous les jours. L'objectif étant de décrypter à court terme le marché. Donc rendez-vous sur le Market Live. Merci à tous de participation. Bonne soirée à tous et à bientôt. Restez avec moi 2 secondes, Alexandre. Est-ce que vous avez des questions pour Alexandre, des questions sur la macro ou sur sa stratégie, sur ses indices? Donc si vous avez des questions, il y a des micros qui doivent se balader dans la salle. Une salle qui est quasi comble d'ailleurs, donc je vous en remercie. Il est un peu plus de 19h, il doit y avoir encore peut-être une vingtaine de places libres. Donc pour ceux qui sont encore debout derrière, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous et bon, à pénétrer dans les allées. Les sièges vides sont malheureusement au milieu, mais bon, vous devriez y arriver. Vous devriez y arriver. Il y a une première question. L'hôtesse vous passe le micro. Le monsieur avec le pull gris. Voilà, la lumière s'allume. Ça marche, bon. Allez-y. On vous entend. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'avais une question sur les indices que vous nous avez présentés. Vous nous avez présenté l'indice CAC 40 hors dividende et derrière le DAX dividende réinvesti. Ce qui, sur le long terme, donne une tendance antagoniste puisque les 3 pics du CAC sont baissiers, hors dividende, et les 3 pics du DAX sur le long terme sont haussiers. Si on prend le CAC 40 dividende réinvesti, ce n'est pas la même chose, c'est comme le DAX. Ma question, c'est en analyse graphique, est-ce qu'il vaut mieux prendre les graphiques dividendes réinvestis ou hors dividende? Alors, très bonne question, un peu technique, mais très bonne question. Il est à combien le CAC Total Return alors aujourd'hui? Alors là, je vais vous le donner. Il est à 9000. Il est à 9000, bon, voilà, j'étais pas... Alors la question, moi je vais répondre par le côté tendance. C'est-à-dire que ce que je surveille principalement sur les marchés, c'est la tendance. Effectivement, on voit que les niveaux de valorisation ne sont pas les mêmes du tout. Le pic, par exemple, de 2000 et de 2007, on l'a déjà dépassé sur le DAX, alors qu'on ne l'a pas encore dépassé sur le CAC 40. En revanche, les tendances, elles, naissent au même moment. C'est-à-dire que le point de reprise du DAX, c'est la même date que la reprise du CAC, par exemple. L'extension du mouvement est différente en fonction, effectivement, du fait qu'on inclut ou non les dividendes, mais les points de départ des corrections et des reprises haussières sur les grosses phases sont les mêmes. Ce qui veut dire que moi, je ne tiens pas compte de ça comme d'un élément finalement d'appréciation d'une potentielle correction en ce moment, par exemple. Ce n'est pas le dividende que je regarde, c'est les gaps, qu'est-ce qui s'est ouvert, qu'est-ce qui s'est fermé sur le marché, et surtout après la grosse tendance qu'on a observée, dividende ou non inclus, quel est le potentiel de correction des marchés, quelle est leur corrélation, quelle est la corrélation entre le CAC et le DAX, par exemple. La partie dividende, en tout cas d'un point de vue du chartisme, d'analyse graphique, n'a pas grande importance. D'un point de vue macro, ça en a, mais je regarde plus la macro à ce moment-là européenne, vous voyez, pour donner la corrélation globale sur les indices. Donc moi, je ne m'en sers pas comme un outil d'analyse, pardon. Mais en revanche, vous pouvez être, pas dire persuadé, on n'est jamais sûr à 100% sur les marchés, mais que si le DAX commence à lâcher les 9003 puis 9002, le CAC va sur le même moment. Et ce qui va nous intéresser, c'est que sur la phase de hausse du CAC, sur les plus bas par rapport au plus haut, quel va être le premier niveau de retracement? C'est ce niveau-là qu'on va viser. Même chose pour le DAX, donc on va chercher le premier niveau de retracement. Peut-être que pour le DAX, ça voudra dire baisser de 7%. Alors que le CAC ne baissera que de 4%. Mais l'objectif baissier, ou en tout cas la tendance, sera la même, que ce soit sur le DAX ou sur le CAC. Donc moi, c'est la tendance que je regarde, même si effectivement il faut tenir compte des dividendes, d'un point de vue de l'objectif en tout cas, ça n'est pas en tout cas d'une grande utilité dans la détermination des points d'objectif. Si Jean-Louis Cussac était là, il dirait qu'il faut regarder le CAC futur. CAC futur. Alors, voilà. Ce que vous avez sur l'écran. Ça va nous intéresser prochainement avec tous les dividendes et les assemblées générales. Il y a une deuxième question là. Oui, bonsoir. Attendez, il y a le micro qui vient à vous. Allez-y.
Souvent, la tendance du marché, c'est marché baissière, l'or monte. Là, vous dites à court terme, le marché va baisser, donc il faut acheter l'or ou pas? Et justement, non. Alors, c'est pas mon point de vue en tout cas. L'or, je trouve qu'il réagit beaucoup plus fortement ces derniers mois, notamment sur l'inflation. Qu'est-ce qui a fait que l'or a beaucoup baissé entre 2013 et 2014? Ça a été surtout, et en priorité, les perspectives de ralentissement du QE3 qui ont réduit les perspectives d'inflation et donc qui ont fait baisser l'or. On l'a vu récemment, par exemple, l'or a rebondi sur le risque, récemment sur l'Ukraine, et le risque notamment en Chine également, on a eu des risques par rapport à ça. L'or a un petit peu rebondi, on est passé de 4002 à 4004, 1002 à 1004, pardon. Mais ce qui fait bouger à chaque fois l'or, on le voit bien, c'est les réunions de la Fed, notamment les décisions de la Fed. Si, on l'a vu l'autre jour, par exemple, quand Janet Yellen a laissé entendre de manière très claire, sans équivoque, on va poursuivre pour l'instant les ralentissements, il y a peu de chances, en tout cas c'est le message en filigrane, il y a peu de chances qu'on ralentisse ce rythme-là. Vous voyez que l'or a décroché de la zone des 1400 $ l'once et retombe quasiment 1300 $ aujourd'hui. Ça, c'est par moi le risque, parce que dans la période, si vous avez observé, le risque s'est quasiment maintenu. L'Ukraine, ça s'est maintenu, la Chine, ça s'est maintenu, donc il n'y a pas eu de détente du risque sur la période. Pourtant, l'or a perdu 100 $, parce que les perspectives de poursuite du QE3 se sont amoindries, la perspective d'un relèvement des taux s'est accentuée, et donc plus une politique monétaire va être dure, hausse de taux, etc., moins c'est bon pour l'inflation, si vous voulez. Donc moins on va acheter l'or pour se couvrir contre l'inflation. L'or, c'est un très bon outil de couverture contre l'inflation. Et donc dans le contexte actuel, et pour terminer là-dessus, on voit également qu'il y a des facteurs après macro. La Chine, par exemple, qui redevient très grosse acheteuse d'or sur le marché, pendant que l'Inde a vu ses importations réglementées par rapport au déficit commercial. Donc ça fait que pour l'instant, c'est un marché qui se neutralise pas mal. L'or, pour moi, je ne suis pas haussier du tout. Je pense que même s'il y a du risque, on peut encore grimper un peu. Mais attention, on est sur 1300 $ l'once. Si on poursuit ce rythme-là du QE3, si la BCE hésite à lancer un programme d'assouplissement quantitatif, on peut rapidement retomber 1200, 1100 $ l'once et en dessous. Donc je pense que l'or, pour moi, en tout cas, dans les mois à venir, et même les années à venir, je ne suis pas sûr qu'on reconnaisse les pics qu'on a connus, qui étaient vraiment liés au très intense programme de la Fed. Clairement. Une dernière question avant d'enchaîner. Il faut choisir, on va prendre le monsieur. Juste, n'hésitez pas à nous poser aussi vos questions sur Twitter. Oui, je rappelle le hashtag parce que... Je pense que ce qu'il faut surveiller aussi, et vous l'avez d'ailleurs indiqué à la fin, c'est le niveau du dollar par rapport à l'euro et l'influence que ça va avoir sur l'économie en zone euro. Parce qu'actuellement, les forces déflationnistes sur la zone euro sont largement liées au niveau très bas du dollar. Complètement. Et si jamais la politique s'inverse au niveau de la Réserve fédérale, ça va avoir un effet dynamisant sur la zone euro et sur l'investissement notamment, on a vu toujours l'investissement repartir quand les perspectives s'amélioraient du fait de la baisse du dollar. D'accord. Donc la question, c'est est-ce qu'en gros, on va aller dans ce sens-là ? La hausse du dollar par rapport à l'euro. Oui, alors, effectivement, oui, je pense que ça va se poursuivre. Ça, comme je disais rapidement, c'est que le dollar, pour moi, va s'apprécier, par rapport à l'euro en tout cas. Il y a également l'accord de libre-échange qui est en train de se mettre en place entre l'Europe et les États-Unis, qui va également, je pense, influencer ce qui se passe sur le marché d'échange. Mais je n'imagine pas que l'Europe autorise encore l'euro à s'apprécier beaucoup plus, parce que, comme vous l'avez dit, et Draghi l'a souligné, Draghi a passé quasiment 18 mois sans parler quasiment du taux de change, et depuis un mois et demi, il ne cesse de parler du taux de change, en précisant qu'il n'influence pas sa politique monétaire par rapport au taux de change, mais il laisse entendre que le taux de change a un impact sur l'inflation. Et vous allez me dire, c'est une évidence. Oui, c'est le cours première année de l'économie, si vous voulez. Mais oui, il le dit. Il le dit, ça veut dire qu'il monitore, qu'il surveille le niveau de l'euro à 1,40. Et donc je pense que les fondamentaux économiques, aujourd'hui, les États-Unis, c'est 3% de croissance. L'Europe, c'est à peine 1% en prévision pour cette année. Donc les fondamentaux économiques, le différentiel de politique monétaire, la Fed qui va aller vers une hausse de taux, alors que l'Europe, pour l'instant, stagne au niveau de sa politique, il n'y a pas de raison macroéconomique de penser que l'euro peut encore aller beaucoup plus haut. S'il y va, ce seront des tests, je pense, assez spéculatifs, d'opérateurs qui vont aller chercher à titiller un peu la Banque Centrale Européenne, comme les tests qu'on a pu avoir, je m'arrêterai là-dessus, sur la Banque Nationale Suisse. Souvenez-vous bien, le plancher à 1,20, quand la BNS a dit attention, on protège l'euro par rapport au franc suisse, le franc suisse plutôt par rapport à l'euro, on met un seuil à 1,20. Les opérateurs sont venus tester pendant des semaines le 1,20, la BNS a protégé et l'euro a commencé à repartir à la hausse par rapport au franc suisse. Je pense qu'on est un petit peu dans cette logique-là, avec moins d'interventionnisme de la BCE, mais le message qu'elle envoie, c'est attention, si vous poussez l'euro plus haut, nous derrière on va agir,
parce que ça permettra en plus d'agir sur l'inflation, qui est le premier des objectifs et des mandats de la Banque Centrale Européenne. Donc baisse de l'euro par rapport au dollar à venir. Bon, si vous avez d'autres questions pour nos experts qui arrivent bientôt, c'est sur hashtag Nuit du Trading, donc sur Twitter. Le hashtag Nuit du Trading, on suit aussi votre compte. On vous suit le matin chez IG, l'après-midi, enfin le matin aussi, et parfois l'après-midi dans Intégral Bourse, et le matin dans Intégral Placement, donc depuis la salle des marchés d'IG France, et bientôt en séminaire pour ceux qui sont ailleurs en France, qui nous suivent d'ailleurs assez nombreux depuis quelques minutes, même si au début il y a eu un petit bug technique, mais ça arrive, sur la chaîne IG France sur YouTube. Donc j'y arrive. Vos séminaires, dans 3 semaines, vous serez à Lyon, Alexandre, pour ceux qui trouvent vos analyses pertinentes, et ils sont nombreux. Le 12 juin à Marseille, et votre tournée s'arrêtera le 30 juin à Paris. On avait le slide, mais je crois que je suis un peu en retard. On va directement passer à Antoine Larigauderie. Antoine, lui, c'est tous les jeudis, donc là, on l'a un petit peu en avant-première. Depuis quelques semaines, c'est le nouveau rendez-vous. Voilà, ça c'est pour Alexandre, si vous prenez des notes. Et donc, Antoine Larigauderie qu'on retrouvera dans une seconde. Lyon, Marseille, Paris. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à tous. Bonne soirée. À bientôt. Donc on salue ceux qui nous suivent ce soir sur YouTube, la chaîne d'IG sur YouTube, qui nous rejoignent. On va écouter C'est vrai Antoine. Juste avant, Antoine donc, et dans un instant, donc dans 2 minutes, ne bougez pas, ce sera Gilles Serrault, expert en performance mentale. On ira ensemble jusqu'à 20h, juste avant notre petit cocktail. Et ensuite, 20h45, le grand débat macro. Tout de suite donc Antoine Larigauderie pour le cours de bourse. Un peu de pédagogie. Parfois, ça fait du bien. Sur la bourse, retrouvez le cours de bourse avec IG.com, spécialiste de la bourse en ligne. Bienvenue dans le cours de bourse de la semaine. Aujourd'hui, on va jouer avec les calendriers économiques. C'est le quotidien des boursiers du monde entier. Qu'on soit plutôt action, plutôt obligation, plutôt devise, la journée ne commence jamais sans une consultation de l'agenda économique du jour. Et il y en a des rendez-vous de nature à faire bouger le marché. Déjà, des grands rendez-vous macroéconomiques. Les pays publient régulièrement, tous les mois, tous les trimestres, leur PIB, l'activité économique, les chiffres d'emploi, la confiance dans l'industrie, la confiance des consommateurs. À suivre, car à chaque fois, il y a réaction, soit sur la devise du pays ou de la zone en question, soit sur ses taux d'intérêt. Alors pour comprendre pourquoi les marchés montent ou baissent autour de ces indicateurs, on se réfère au consensus d'analystes. Alors on se demande à chaque fois ce que c'est que ce fameux consensus. Eh bien, c'est la moyenne des attentes des économistes des grandes banques. Et généralement, si l'indicateur que l'on suit est en dessous des attentes, le marché a tendance à baisser. S'il est supérieur, le marché a tendance à monter. Ces données peuvent faire bouger également certains secteurs du marché action. Les données de confiance du consommateur, par exemple, vont faire réagir les secteurs de la consommation et de la distribution. Les perspectives industrielles feront réagir les secteurs cycliques. Le marché action regarde aussi scrupuleusement les publications d'entreprises. Alors là, c'est tous les trimestres. Certaines journées sont extrêmement chargées à ce niveau-là. Des tas de données à arbitrer. Bénéfices, chiffre d'affaires, perspectives, avec à chaque fois là aussi des attentes du marché. Et des réactions parfois fortes en cas de profit warning, notamment. Profit warning, c'est quand une entreprise prévient qu'elle ne pourra pas tenir ses objectifs. Et généralement, l'action de l'entreprise est sanctionnée par une baisse. Bref, une multitude de données à surveiller, indispensables pour une gestion active de votre portefeuille. À bientôt pour un nouveau cours de bourse et bonne chance à tous sur les marchés. C'était le cours de bourse. Voilà, Antoine Larigauderie, qu'on retrouve tous les matins sur BFM Business, à la radio ou à la télé. La télé, vous le savez peut-être depuis 3 ans maintenant, BFM Business. Et donc Antoine, c'est tous les quarts d'heure le matin avec Stéphane Soumillet.